Est-ce que ça marche? Bien. Alors, bonsoir. Amélie, bonsoir. J'étais japonaise. À 2 ans et demi, dans la province du Kansai, être japonaise consistait à vivre au cœur de la beauté et de l'adoration. Être japonaise consistait à s'empiffrer des fleurs exagérément odorantes du jardin où il est pluie, à s'asseoir au bord de l'étang de pierre, à regarder, au loin, des montagnes grandes comme l'intérieur de sa poitrine, à prolonger en son cœur le chant mystique du vendeur de patates douces qui traversait le quartier à la tombée du soir. À 2 ans et demi, être japonaise signifiait être l'élu de Nishio-san. Amélie, qui est Nishio-san? Nishio-san était ma nounou japonaise quand j'étais petite et je l'aimais à l'égal de ma mère. Je considérais que j'avais 2 mères, une mère belge et une mère japonaise. Et je ne savais pas très bien ce que c'était que la Belgique, je n'y avais jamais mis les pieds, d'ailleurs c'est une question bien difficile. Et tandis que le Japon, il était autour de moi, et sans avoir pu faire de comparaison, j'avais senti que ce pays-là était le mien. Enfin, en tout cas, je l'avais décidé. Et ça a été une de mes premières tragédies, sans doute ma première tragédie, de croire très profondément que j'étais japonaise, d'être arrachée à ce pays parfait, qui était parfait pour moi, à l'âge de 5 ans, d'être arrachée donc à ma mère japonaise, et de rester dans ma conviction d'être japonaise toutes les années qui ont suivi, de répéter à qui voulait l'entendre que j'étais japonaise, de lire La perplexité, bien sûr, dans le regard d'autrui. À 21 ans, j'ai acheté un aller-retour pour Tokyo, non, un aller simple pour Tokyo, puisque j'étais bien décidée à y passer ma vie. C'est là qu'ont commencé les problèmes et qu'a commencé à s'effriter ma conviction d'être japonaise. Et c'est depuis que je suis une japonaise ratée, mais une belge de plus en plus convaincue. Nishio-san va devoir, vous allez lui confier un très très grand secret. Oui, à savoir que je savais parler. J'étais dans cet état du tout petit enfant qui ne parle pas encore, qui comprend que les adultes attendent de lui qu'il parle, qu'il manifeste, qu'il comprend le langage. Et en même temps, j'étais quand même suffisamment futée pour comprendre qu'il y avait un très grand pouvoir à ne pas parler, à être dans cette situation d'extrême désir. Les adultes vous regardent avec désir, quand est-ce que tu vas parler et qu'est-ce que tu vas dire? Bien sûr, la maman espère que ça va être, que le premier mot va être maman, que le père espère que oui, vous avez bien réfléchi? J'ai bien réfléchi parce que, étant fille de diplomate, j'avais moi-même compris un certain instinct diplomatique, il fallait respecter certaines préséances. Mais à côté de ça, j'avais ma vie clandestine, ma double vie, j'ai toujours maintenu les conditions d'une certaine double vie à cause de ça, je crois. Puisque je parlais, à côté de ça, je parlais couramment japonaise avec ma gouvernante, qui préservait ce secret qui faisait croire que j'étais toujours dans la situation de l'infance, c'est-à-dire de la personne qui n'a rien compris au langage, alors qu'avec elle, je parlais couramment japonais. Et je me suis posé la question parce que je pense que c'est ça, c'est le commencement de tout, finalement. C'est-à-dire, donc, vous vous êtes retenu. Je me retenais, il y avait peut-être une part de perversité, mais je pense que c'était très habile de ma part parce que, du coup, j'étais cette personne extraordinaire dont que les parents regardent avec désir. Mais que va-t-elle dire? C'est la première parole qu'elle va dire sera forcément extraordinaire. Puis ça a été, bien sûr, ça a été maman. Oui. Il faut bien. Pour raconter, le deuxième mot a été aspirateur. Non, c'était pas le deuxième. Non, il y a papa, là aussi, il fallait bien, mais aspirateur était un mot important. Oui, ce qui fait dire à votre père, je crois, ça a fait une grande carrière de ménagère. Voilà, c'est ça. Mais je reviens sur cette histoire parce que moi j'ai lu là vraiment le commencement, puisque cette manière de se retenir déjà, c'était de retenir ses mots, de retenir le fait de parler, donc déjà de jouer à la fois de jouer avec les autres, avec ceux qui entourent, c'est-à-dire de mentir en quelque sorte. Et puis cette idée de c'est ce mot qui est assez fort, hein, d'ailleurs, sur lequel vous revenez à plusieurs reprises, le fait de se retenir, mais c'est quelquefois pour vous
vous poussez en même temps à des expériences, je dirais, extrêmes. C'est-à-dire ça a commencé là, mais après ça va prendre des proportions incroyables, oui, dans différents domaines. Vous avez tout à fait Cette raison. faculté, cette volonté de vous êtes extrêmement fort. Je pense que mon enfance et mon adolescence ont été une succession d'expériences, mais ces expériences n'étaient pas absurdes. Là, par exemple, cette expérience-là prouvait une chose, c'est que j'avais compris que le langage était quelque chose de très important et que c'était un élément de pouvoir extraordinaire. D'où la rétention. Et notez que c'est resté vrai quelque part aujourd'hui. L'un des principaux colibets que m'adresse mon éditeur, c'est pourquoi vos manuscrits sont-ils toujours si courts? Ben, c'est parce que je mesure l'impact de chaque parole, donc en effet, ils sont petits parce que j'économise mes moyens. Bon, par la suite, pour en revenir à votre question tout à l'heure, j'ai eu les autres expériences jusqu'au boutiste, comme à l'adolescence où j'ai poussé l'anorexie extrêmement loin. Là aussi, jamais je n'avais eu le projet d'être anorexique, d'ailleurs je ne savais même pas que ce mot existait. Je vivais dans le sud-est asiatique, où beaucoup de gens meurent de faim, mais pas du tout d'anorexie. J'avais simplement décidé de cesser de manger au finish, donc pas de manger peu, de cesser purement et simplement de manger. Expérience que j'ai failli maintenir jusqu'à son terme, c'est-à-dire jusqu'à la mort, jusqu'à ce que, de façon incompréhensible, mon corps se sépare de mon âme et mon corps est allé manger tout seul. Et c'est déjà même plus jeune, cette expérience, je crois que c'est dans le même livre, cette expérience avec les carpes. Oui, donc ça c'est plus de l'ordre du détail, mais en même temps c'est quand même très important. C'est-à-dire vous tombez quand même, oui. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, il y a l'expérience extrême qui va venir après, oui. Mais déjà là on commence à parler de nourriture. Quoi. Bon, l'affaire, ma petite enfance se passe donc dans le Japon, et pas n'importe quel Japon, c'est le Japon traditionnel, le Kansai, où mon père était posté. Et un des animaux les plus fréquents dans le Kansai, ce sont les carpes. Il est difficile de ne pas apercevoir au moins une fois par jour un bassin traditionnel, zen, avec les poissons sacrés, les carpes qui nagent dedans. Et ça me posait un vrai problème parce que les carpes en elles-mêmes sont de jolis poissons avec de très jolies couleurs, mais il y a une chose absolument répugnante, enfin je crois que c'est la seule chose qui me répugne vraiment sur Terre, c'est la bouche d'une carpe. Et or, la bouche d'une carpe, on est amené à la voir, parce que quand on les nourrit quotidiennement, quand les prêtres, les moines viennent jeter des granules aux carpes, alors on voit toutes des bouches comme ça qui montent à la surface, et ce spectacle m'hypnotisait de dégoût. Et j'étais tellement dégoûtée par ce spectacle que j'allais le regarder à toute occasion. Il y a toujours l'ambivalence du dégoût, ce qui dégoûte attire. Mes parents en avaient conclu, mais c'était un petit peu de ma faute puisque je ne parlais pas, qu'il fallait m'offrir, qu'il fallait me faire plaisir en m'offrant des cartes. Et c'est parce que pour mon 3e anniversaire, j'ai reçu 3 cartes. À moi de les nourrir. Et donc, tous les jours, je devais aller nourrir les 3 carpes. Et un jour, c'est la fin de Métaphysique des tubes, je décide que ce scandale allait assez durer, et je savais qu'il était possible de mourir. Et je savais aussi qu'on pouvait mourir par noyade, puisque ça m'était déjà presque arrivé. Et ce jour-là, sans savoir que le mot suicide existait, j'ai décidé d'en finir avec ce spectacle répugnant qui m'était imposé tous les jours, et je me suis laissée tomber dans le bassin des carpes avec l'intention d'en finir. Malencontreusement, ma vie a été sauvée. C'est pourquoi je suis ici ce soir. Mais il n'y a pas de carpe ici ce soir. Tout va bien. Mais est-ce qu'on voit leur bouche? Non, il ne vous montre pas du tout. Non, il y a une certaine partie ici du public qui connaît très très bien la carpe, puisque c'est un plat traditionnel. Mais dans ce cas-là, on ne voit pas la bouche de la carpe de personne. Ah mon Dieu. Ah, bon. Alors maintenant, je poursuis cette route un petit peu, parce que moi je pense que c'est là vraiment le fondement. Finalement, Amélie, je crois que vous avez écrit quand même pas si tôt que ça, quoi. Non, ça n'a pas été très tardivement par rapport à ces expériences-là qui, elles, sont réellement intimes. Mais à l'époque, je n'avais pas du tout l'intention de devenir écrivain. Je voulais devenir Dieu. Ça n'a pas marché. Donc peu à peu, j'ai dû rabattre, j'ai dû réduire mes ambitions
jusqu'à devenir écrivain. Comment vous avez écrit votre premier livre Vous avez écrit votre premier livre, Hygiène de l'assassin, et puis alors je sais, bon, vous l'avez raconté, mais peut-être, j'adore cette histoire en fait, c'est que, on dit aujourd'hui, par exemple, votre dernier livre est votre 21e livre, publié. Oui. Et vous m'avez raconté que vous en écrivez 4 par an. Vous en publiez un. C'est ça. Je suis en train d'écrire mon 76e livre, mais Voilà. je rassure tout de suite, au monde, il n'y aura pas de raz-de-marée éditorial. J'ai déjà écrit mon testament pour que rien de ceci ne soit montré et qu'en même temps rien de ceci ne soit détruit, ce qui me pose de vrais problèmes. Alors grâce à mes lecteurs qui sont très coopératifs, j'ai trouvé quelques solutions. Bon, comment rendre un texte inaccessible sans pour autant qu'il soit détruit? C'était la question de base. Le testament ne protège rien. On connaît tant d'histoires de testament. Alors bien sûr, je suis un tout petit écrivain et il n'y a pas de raison de violer des textes aussi peu importants, mais on ne peut jamais exclure qu'un pervers se glisse dans l'affaire. Donc je n'étais pas rassurée. Donc bien sûr, j'avais pensé à l'espace, mais l'espace est de moins en moins sûr. Exact. Oui, j'avais pensé au Vatican, qui lui est très sûr, mais c'est moins sûr depuis hier. Oui, il passe des choses quand même. Et puis en plus, il faut encore l'accord du Vatican, ce qui est beaucoup plus difficile à obtenir. Bien sûr, il est hors de question de détruire ces manuscrits, puisqu'ils sont mes enfants tous, et même si je veux qu'ils soient inaccessibles, je veux que leur corps existe toujours. Et c'est là que je pense que la meilleure suggestion qui m'a été prêtée, ça a été de les couler dans un bloc de résine. Donc, le bloc de résine, paraît-il, une fois qu'il est coulé, devient indestructible. Ah bon? Voilà. C'est bon aussi. Ah bon, d'accord. Mais personnellement, je n'ai pas désespéré d'offrir le bloc de résine au Vatican. Donc, s'il y a des gens qui peuvent l'introduire au Vatican. Amélie, revenons un petit peu à ce début d'écriture. Comment c'est passé de... Comment vous avez commencé à écrire, en fait? Pas directement, je crois. Pas du tout directement. Vous êtes passé par... C'était tardif. Je n'ai rien écrit avant l'âge de 17 ans. 17 ans, c'est l'âge où je suis arrivée en Europe pour la première fois, en Belgique, mon pays. On m'avait toujours dit que ma solitude, qui était abyssale, cesserait dès l'instant que je découvrirais mon pays, que je serais intégrée, qu'en Belgique tout le monde était comme moi, que la vie serait beaucoup plus facile. C'est exactement le contraire qui s'est produit. Quand je suis arrivée en Belgique, j'ai découvert une solitude encore plus grande que celle que je connaissais dans le sud-est asiatique. Et là, je l'ai très mal vécu, parce que moi c'était un terme, et ce terme n'aboutissait pas. Donc, sans savoir ce que je faisais, j'ai commencé à écrire, mais pas du tout avec... Je n'avais aucune ambition à ce moment-là. C'était vraiment une écriture de survie, pour qu'il y ait quand même une parole dans ma vie, puisque je n'adressais la parole à personne, et puisque personne ne m'adressait la parole. Donc, j'ai commencé tout de suite à écrire des romans, ce qui est plus rare, puisqu'à 17 ans, tout le monde écrit, mais c'est rare qu'on écrive directement des romans. Le tout premier roman que j'ai écrit, et que personne ne lira jamais, était un roman de science-fiction qui racontait l'histoire d'une omelette spatiale. Et donc je pense que le patrimoine mondial de la littérature peut s'en passer. On verra. Mais je crois que vous avez aussi commencé à découvrir l'écriture, le plaisir d'écrire, de parler à l'autre, comme vous dites, puisque c'est finalement une manière de parler, finalement. Ah, par la correspondance. C'est vrai que je suis correspondante, je suis épistolière depuis très longtemps. C'était à la base une obligation, puisque mes parents étaient diplomates. Nous avions laissé, enfin, notre famille vivait en Belgique, je ne connaissais pas ma famille. Et mes parents m'avaient donné pour consigne d'écrire chaque semaine une lettre à mon grand-père, que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vu. Et c'était épouvantable, enfin, écrire, déjà, il fallait remplir une feuille à un monsieur que j'avais jamais vu, c'était un cauchemar. Donc évidemment, j'écrivais très grand, pour que les feuilles soient pleines, mais même dans ces conditions-là, je dis, mais qu'est-ce que vous voulez que je lui raconte? Et mes parents me disaient, mais écoute, il t'arrive certainement quelque chose, raconte-lui. Bon, et en même temps, je disais, mais il faut quand même encore intéresser ce monsieur, il ne suffit pas de remplir la feuille, l'idée c'est que ça puisse l'intéresser. C'était un casse-tête épouvantable. Mais là où ça a commencé à devenir intéressant, c'est que le monsieur répondait. Et il répondait lui aussi de manière à m'intéresser. Donc finalement, c'était devenu cette correspondance que j'ai commencée à l'âge de 6 ans, était un discours théorique extraordinaire dans lequel on ne se racontait absolument rien, puisqu'il ne nous arrivait rien, puisqu'on ne savait même pas à qui on s'adressait, mais l'idée était d'intéresser l'autre.
correspondance avait certainement joué un très grand rôle dans cette étrange aventure qui consiste à devenir un écrivain, et un écrivain chronique. Oui. Alors, je voulais parler de la correspondance aussi parce qu'on sait votre... ce qui est très très rare. Hein. Et j'ai même au moins une correspondante dans la salle. Oui, mais c'est pour ça, c'est ce que j'allais justement, c'est pour cette raison que j'avais vraiment envie d'en parler. Et même deux. Ah, oui, puisque on peut raconter cette histoire qui est merveilleuse en fait. Il y en a une qui se cachait encore. C'est Myriam avec je ne sais pas combien d'étudiants en fait qui ont lu dans le cadre d'un cours de français, c'est ça, d'un cours de langue de français langue étrangère. Donc un de vos livres qui ont écrit, sachant que vous répondiez à tout le monde. Je vais effaré par le nombre de lettres. Pas aux obscénités, je précise. Ah bon, je suppose que c'était pas du ça. obscène. Non, voilà. Et donc dans votre réponse, elles apprennent justement que vous venez en Israël. Donc voilà, c'est pour ça qu'elles sont là ce soir. Alors ça c'est magnifique. Merci d'être venu. C'est magnifique parce que je ne sais plus combien de lettres vous répondez à la main. Je ne sais faire les choses qu'à la main puisque je ne possède pas d'ordinateur, je ne sais pas comment ça marche. Donc je passe des heures et des heures par jour à lire le courrier que je reçois et à y répondre à la main. Alors Amélie, attendez, vous allez m'expliquer quelque chose parce que vous m'avez dit que vous écrivez tous les jours. Sans aucune exception. Ouais, déjà. Combien d'heures? 4 heures, ça je parle de l'écriture romanesque. C'est ça. 4 heures d'écriture romanesque par jour. Et pas ici en Israël puisque mon courrier ne me suit pas, 5 heures de courrier par jour. Donc j'ai la main droite d'une musculature absolument. Racontez-nous quand même, c'est quand même étonnant. Vous écrivez, comment est-ce que vous écrivez? Techniquement, je vais dire. Qu'est-ce qui se passe? C'est tous les jours, vous vous installez, vous vous levez, vous vous installez pour écrire, à quelle heure? Je peux me réveiller très tôt le matin pour écrire parce que je sais quelle écriture je veux atteindre. J'ai tout testé. Quand j'ai commencé à écrire à 17 ans, je n'avais absolument aucune raison de penser que j'étais faite pour l'écriture. Je n'étais certainement pas faite du tout pour l'écriture. Simplement, je me suis dit, après tout, il doit y avoir moyen de faire mieux que l'omelette spatiale. Donc, considérons que je suis un instrument et considérons qu'il faut trouver le mode d'emploi de cet instrument. J'ai essayé absolument tous les modes d'emploi, c'est-à-dire que j'ai essayé de donner à l'instrument, je parle de moi, toutes les substances possibles pour voir ce que ça donnerait dans l'écriture, et j'ai aussi essayé tous les horaires. Et à force de tâtonnement, j'ai trouvé le fonctionnement de la machine. Ma substance, ça tombe bien, elle est légale. C'est le thé beaucoup trop fort. Et l'horaire, ça c'est beaucoup moins sympathique. C'est extrêmement tôt le matin, c'est-à-dire plus tôt que mon heure naturelle. Il ne m'est absolument pas naturel de me réveiller à 4 heures du matin. Mais si je me lève à cette heure qui ne m'est pas naturelle, et si je bois à ce moment-là ce thé trop fort, je vais avoir accès à des endroits de mon cerveau auxquels je n'ai pas accès le restant du temps. C'est encore une expérience extrême. Je pense que je suis une nature expérimentale. Je crois vraiment. Alors, donc, je me pose la question quand même, c'est fabuleux comment d'écrire. Tous les jours, il y a une inspiration. Comment ça se passe? Justement, je crois que j'ai trouvé le secret. Non, pas le secret. Quelle est l'inspiration? Je suis bien forcée d'y croire, puisque je n'ai pas assez de substance en moi pour avoir écrit 76 romans, même si ce sont des romans tout petits et sans aucune valeur. J'ai très peu de substance en moi, donc il faut bien que je croie en l'inspiration. Et l'inspiration, voilà comment je l'interprète. Comment se fait-il que j'ai toujours de l'inspiration? C'est-à-dire, comment se fait-il que je sois toujours en train d'écrire un livre et que je sois toujours enceinte d'un livre et que je tombe enceinte du livre suivant quand je n'ai pas fini l'accouchement du précédent? Je pense avoir trouvé l'explication. L'explication est dans l'absence absolue d'interruption. J'en ai beaucoup parlé avec mes collègues écrivains. Ils sont tous d'accord pour dire que le moment le plus difficile dans l'écriture, c'est quand on s'y remet. C'est-à-dire quand on a terminé un roman, on est tout fier de soi, on fait la fête, on s'interrompt une semaine, ou 6 mois, ou 3 ans, et que l'interruption ait duré 6 mois, ou une semaine, ou 3 ans, de toute façon, s'y remettre, c'est la croix et la bannière. Tous le disent, c'est terriblement difficile. J'ai trouvé la solution, je ne m'interromps absolument jamais. Donc, voilà. Mais l'idée, c'est que je comparerais l'inspiration à une plaie qu'il ne faut pas laisser cicatriser. Si on s'arrête, ne serait-ce que 2 jours, la plaie cicatrise. L'idée, c'est que le sang puisse tout le temps couler. Et donc, on vous dit que vous êtes inspiré. Inspiré, c'est un peu, quand on dit on est inspiré, c'est un peu mystique. Non, forcément, il y a quelque chose de mystique là-dedans. Là, on retombe dans... oui, il
mon cas, je pense que c'est un cas d'immaculée conception parce que j'ai jamais trouvé ce qui me fécondait. Mais il faut dire que les 3 quarts du temps, ça existe. Je pense que je suis fécondée par 2 fois rien. Quand je vois ce qui me suffit, 2 fois rien. Voilà. Ou alors, maintenant que vous m'avez appris comment ça se passait pour la punaise, peut-être que sans que je m'en aperçoive, il y a quelque chose de cet ordre. À mon avis, il va y avoir un autre livre là-dessus. Et vous ne doutez jamais? Tout le temps. Ah, c'est l'horreur pure. C'est aussi pour ça que j'ai la bonne idée de cacher l'immense majorité de ce que je fais, c'est parce que j'ai très conscience qu'il n'y a pas de quoi pavoiser. Donc là aussi, la rétention est très importante. Oui, oui, c'est ça. En fait, votre vie, c'est écrire. C'est tout à fait vrai. Ça remplit absolument tous les niveaux de ma vie. Longtemps, j'ai fini par comprendre que ma vie était en Europe, parce que le Japon m'a chassée. Ceux qui ont lu mes aventures japonaises ont compris que malgré tous mes efforts, ça n'a pas marché. Donc il a bien fallu que ça marche en Europe, et il a bien fallu que je m'intègre à ce continent, et c'était pas gagné. Et l'écriture a réussi ce que je n'avais pas réussi, à savoir mon intégration. Regardez, je suis intégrée, bon, vous me direz, c'est pas l'Europe, mais c'est quand même grâce à l'Europe que je suis ici, puisque c'est en Europe que ça a commencé. Et franchement, vous m'auriez rencontré à 17 ans, vous n'auriez pas misé un shekel sur moi. J'aimerais, donc voilà, on parle d'écriture, j'ai encore une question qui, à mon avis, est essentielle aussi dans votre œuvre, et parfois, c'est pas toujours ce qu'on dit, mais sur vous, pourtant, moi, je le vois comme central. Vous avez du plaisir quand vous écrivez? Eh bien oui, c'est pas un plaisir, il y a toutes sortes de plaisirs dans la vie, Tony Nathan a parlé à suggéré d'autres, mais l'écriture aussi peut être, c'est un plaisir particulier, c'est pas un plaisir, c'est pas un plaisir qui déferle, c'est un plaisir difficile qui s'obtient dans des conditions extrêmement compliquées, mais c'est difficile d'écrire, mais c'est pas douloureux. Déjà, première chose, c'est bien. C'est pas douloureux. Et quand je parviens à me donner exactement la sensation que je recherche, parce que je sais exactement quelle sensation je recherche en écrivant, quand je parviens à cette sensation-là, c'est une sensation ténue, mais qui est extraordinairement jouissive. Je ne sais pas si vous l'avez tous, vous êtes ici tous des écrivains que j'admire beaucoup, mais je ne sais pas dans quel état vous écrivez. Je ne sais pas si le texte porte forcément la marque de la jouissance dans laquelle il est produit. C'est une grande question pour moi. Emmanuel Carrère, ça m'intéresserait de savoir. Est-ce que vous écrivez dans le En plus, moi je suis dans l'interruption en ce moment précisément. C'est affreux. Et je vous écoutais, je me disais, mais c'était vraiment le bon truc. Mais je me suis souvent dit qu'il faudrait faire comme ça. Moi, j'ai jamais su faire comme ça. Vraiment ne pas. Donc, je m'arrête. Et c'est pour ça que, à me dire, je me souviens même pas exactement comment c'est. C'est drôle ça. Ouais. Mais enfin, le dernier bouquin, c'est pas très ancien, vous devez vous en souvenir. Ah non, mais ça veut dire qu'il était paru l'année dernière, il était terminé 6 mois plus tôt, ça fait quoi? Ça doit faire 1 an et demi, quelque chose comme ça. Ça fait très long, 1 an et demi d'interruption. Oui. Même si on rêvasse vaguement à d'autres trucs, mais avant de les écrire vraiment. C'est fascinant. Voilà, un écrivain qui s'interrompt était quelqu'un qui me fascine, parce que justement, je me dis, quand va-t-il recommencer? Un écrivain qui s'inquiète pas non seulement me fascine, mais m'inspire de l'envie. Je vous rassure, j'ai tellement de raisons et vous n'en doutez tellement pas que c'est purement abject d'être moi. Donc, il y a des choses que vous pouvez envier, mais à côté de ça. Alors, est-ce que c'est. Non, mais sincèrement, allez, est-ce que c'est. Encore moins que rien. Non, mais on pose la question. On n'a pas la même notion qu'on a, mais je dirais, est-ce que c'est jouissif de dire cette dernière phrase? Est-ce que vous dites quand vous dites je suis abject, c'est vraiment abject d'être moi? C'est jouissif, j'essaye de faire en sorte que ça soit de la jouissance, parce que c'est une conviction très profonde pour moi. Pour les autres, j'essaye de limiter les dégâts en étant gentil. Mais
être sûr, absolument sûr, que 4 heures par jour sont garanties d'être bien, c'est déjà pas mal. C'est déjà énorme. Oui. C'est déjà énorme. Est-ce que vous avez une... Le micro. Alors du coup, je vous ai complètement oublié, là, on est tranquille. On est en pleine discussion. Non mais je reste un petit peu encore sur l'écriture, c'est ça qui nous intéresse, hein, quand Amélie. J'ai oublié la question du coup. Oui, voilà, j'aimerais me dire, est-ce que vous avez la sensation, peut-être c'est nous qui devons le dire, hein, c'est nous lecteurs, mais d'une évolution au niveau du style, hein. Est-ce qu'on sent ça en fait? Alors, bien sûr, c'est beaucoup plus au lecteur de le dire que moi, c'est vrai. une chose, mais comme on me pose quand même la question et que je ne peux pas toujours me défiler en disant, cher lecteur, prenez la parole à ma place, l'évolution que je sens, et dont mes livres portent sacrément la marque, c'est que ça ne cesse de rapetisser. C'est-à-dire que plus j'écris, plus je sais tout ce dont je peux me passer. Donc, la concision. Voilà. La concision, c'est-à-dire la... Quand j'écris, je sens toujours, il y a toujours cette poussée, il y a la poussée qui fait écrire, et en même temps que cette poussée apparaît tout de suite le sécateur. C'est-à-dire, oui, mais tout ça tu peux ne pas mettre. Et le sécateur est de plus en plus actif. Donc, voilà. Je pense que dans 40 ans, si je suis encore invitée à dans 40 ans, ce sera pour présenter un haïku. Il y a dans votre livre, Amélie, il y a des autobiographies et des pures fictions. Oui. Et je me suis demandé là aussi, bon parfois dans la fiction quand même, c'est largement inspiré Bien sûr. de l'autobiographie, mais pourquoi ce besoin d'autobiographie finalement? Bon, mon sujet c'est l'être humain, le mystère de l'être humain. Il se trouve que je fais partie de mon sujet. Donc une fois de temps en temps ça tombe sur moi, c'est statistiquement normal. J'ajouterais que s'agissant de sujets particulièrement sadiques, tels que le désastre amoureux, le supplice professionnel, puisque j'en ai vécu beaucoup, et que je suis très bien informée, puisque je l'ai vécu, plutôt que d'aller supplicier quelqu'un d'autre en le mettant sur la sellette, non, voilà. Et puis c'est une façon aussi, non seulement de mieux le disséquer, puisque je l'ai vécu moi, mais aussi de comprendre enfin ce qui m'est arrivé. Parce que c'est pas parce qu'on a vécu quelque chose qu'on le comprend, bien au contraire. C'est souvent au moment de l'écriture, on va pas dire qu'on comprend tout, mais qu'on commence à comprendre un petit peu plus de ça. Et puis, vous savez, il y a cette phrase géniale de Virginia Woolf, c'est « Il ne s'est rien passé aussi longtemps qu'on ne l'a pas écrit ». Je comprends très bien cette phrase. C'est souvent quand on écrit la chose qu'on se dit « Bon, ça m'est vraiment arrivé ce truc-là ». Et qu'on réalise à quel point cette chose s'est produite. J'ajouterais que pour la fiction réalise l'autobiographie impossible. C'est l'autobiographie des pulsions. C'est toutes ces choses qu'on ne peut pas faire parce que les lois nous en empêchent. Dans mon cas, c'est particulièrement l'assassinat. Justement, c'est vrai qu'on trouve beaucoup la mort, mais on trouve beaucoup de... Oui, on trouve beaucoup d'assassins. J'avais envie quand même de parler du dernier, quoi. Hein, oui, celui-là, c'est quand même... C'est de la fiction, quoi. C'est de la fiction. Tout le monde connaît l'histoire. C'est sûr. C'est sûr, c'est la fiction. Je voudrais bien que ce soit autobiographique, mais non, il n'y a pas de cadavre. Il n'y a pas eu ça. Non, il n'y a pas eu ça. Alors, bon, l'histoire, enfin, je préfère que les lecteurs lisent en fait le livre plutôt que de le raconter, mais simplement c'est un livre extrêmement jouissif, j'ai trouvé, sur le plan du vocabulaire. Il y a toujours, jouissif, hein, sur le plan du vocabulaire. J'ai un peu souri, je sais plus qu'on avait parlé de Simenon avec ses 2000 mots. Oui. Pour quand même une œuvre quand même assez extraordinaire, importante. Écrire des choses si subtiles voilà. Avec 2000 mots, c'est vraiment admirable. Voilà. Et enfin, je souriais parce que je pensais à vous, je me disais, c'est pas tout à fait le cas, quoi. C'est-à-dire chaque fois, chaque fois des inventions, alors, je me fais plaisir, parce que moi j'aime me faire plaisir. Je vais lire un petit extrait justement pour ça. Hein. Donc c'est au moment où notre Barbe Bleue parle de ces femmes, hein, et des vêtements qu'il a donc réalisés pour chacune d'elles en pensant à elle. Chaque femme appelle un vêtement particulier. Il faut une suprême attention pour le sentir. Il faut écouter, regarder,
Surtout ne pas imposer ses goûts. Pour Emmeline, ce fut une robe couleur de jour. Je détaille du conte Bodane l'obsédé. Encore fallait-il décréter de quel jour il s'agissait. Un jour parisien, un jour chinois et en quelle saison. Je dispose ici du catalogue universel des coloris. C'est une chose qu'il faut absolument que je cherche parce que taxinomie établie en 1867 par la métaphysicienne Amélie Casus-Belli. Une somme indispensable. Pour Proserpine, ce fut un chapeau claque en dentelle de Calais. Je me suis arraché les cheveux pour conférer à ce matériau fragile la raideur, mais aussi la capacité d'escamotage que suppose le chapeau claque. J'ose dire que j'y ai réussi. Séverine, une sévrienne un peu sévère, avait la délicatesse d'un sèvre. J'ai créé pour elle la cape Catalpa, dont l'étoffe avait le bleu subtil et le tombé des fleurs de cet arbre au printemps. Incarnadine était une fille de feu. Cette créature narvalienne méritait une veste flamme, véritable pyrotechnie, donc on dit. Quand elle la portait, elle m'incendiait. Térébenthine avait écrit une thèse sur l'EVA. J'ai fondu un pneu pour en récupérer la substance ductile et réaliser une ceinture corselée qui lui conférait un port admirable. Mélusine avait les yeux et la silhouette d'un serpent. Je la complétais d'un fourreau sans manche, à col roulé, qui descendait jusqu'aux chevilles. J'ai failli apprendre à jouer de la flûte pour la charmer quand elle était ainsi vêtue. Albumine, pour des motifs que je ne crois pas devoir expliquer, fut la raison suffisante à l'existence d'un chemisier coquille d'œuf au col meringue en polystyrène expansé. Une véritable fraise. Je suis pour le retour de la phrase espagnole. Il n'y a pas plus saillant. Quant à Digitaline, une beauté vénéneuse, j'ai inventé pour elle le gant mesureur. De longs gants de taffetas pourpre qui remontaient au-delà du coude et que j'avais gradué pour illustrer l'adage latin de Paracelse, dosis sola facit venenum, seule la dose fait le poison. Voilà, c'est un petit goût en fait, hein, c'est un petit goût de cette... Moi je pense que la jouissance et le plaisir est là, en tout cas pour nous Amélie. Donc Amélie, merci beaucoup, continuez à écrire encore, et je pense que nous allons passer la parole peut-être pour quelques questions. Oui. Oui, je voudrais savoir, dans les livres que vous écrivez, si vous allez mettre dans la résine, comment vous faites votre choix? Ça les a impressionnés la résine. D'abord, c'est un choix que je fais seule, aux grandes dames de mon éditeur qui voudrait le faire à ma place. Mais il est hors de question que quiconque d'autre que moi voit ceux qui ne sont pas appelés à être montrés. La procédure est toujours la même. Vers la fin de l'hiver, je relis tout ce que j'ai écrit dans l'année, ça fait entre 3 et 4 manuscrits. Et c'est à ce moment-là que, de façon très instinctive et sans autre critère que le désir, je choisis lequel de ces textes sera montré et lesquels seront destinés à la résine. Et avant la résine, sont destinés à des boîtes à chaussures bruxelloises. Il y a des Belges dans la salle, non? Oui. Non, ça existe pas. Oui, oui. Oui. Alors, pour vous avoir lu, mais pas entendu, parce que je ne suis pas les émissions d'intérêt, je pensais voir chez vous plutôt un goût du scandale, avant de vous écouter ce soir. Parce qu'il y a aussi un goût du scandale. Mais pas du tout. Je n'ai absolument rien contre le scandale. Je n'ai pas peur du scandale, mais je n'ai aucune recherche du scandale. Parce que le scandale n'est pas un but assez intéressant. Maintenant, si dans la maquette, qui est importante, si un scandale doit surgir, pourquoi pas? Mais ce n'est pas une fin en soi. C'est Toby Nathan qui est un... Il y avait une autre question par là? Non? Il m'avait semblé aussi. Oui. Oui, monsieur? Je suis un compatriote. Oui.
Je vous ai lu, il y a des années que je vous ai lu, votre premier livre, les premiers livres qui ont paru en Belgique, je les ai lus, et je me suis toujours posé la question suivante. Qu'est-ce qu'elle a de belge? Si, absolument. Je comprends votre question, mais bon, il y a un phénomène qui se produit souvent quand je vais dans des salons du livre. Ce n'est pas arrivé à Jérusalem, mais sinon, quand je vais signer dans des salons du livre, visiblement les profs de lycée sont au courant et ils m'envoient des hordes de lycéens qui arrivent avec des carnets, avec des questions toutes faites qu'ils me posent avec ennui, mais auxquelles je dois bien répondre. Et une des questions qu'ils amènent toujours, c'est à quel courant littéraire appartenez-vous? Au début, j'essayais de leur dire, mais vous savez, les courants littéraires, aujourd'hui, ça n'existe plus. Et je voyais bien qu'ils étaient extrêmement déçus de mes réponses pas claires et compliquées. Et bon, finalement, je me suis dit, il ne faut pas décevoir ces lycéens. C'est très méchant de ma part. Et puis, qu'est-ce que j'en sais d'ailleurs qu'il n'y a plus de courant littéraire aujourd'hui? Et maintenant, je réponds toujours dans ces cas-là, que je suis la figure de proue du romantisme belge. Tous les lycéens ont toujours rapporté dans leur copie au professeur, et aucun professeur ne s'en est plaint, que j'étais la chef de file du romantisme belge. Je n'ai aucune idée de ce en quoi consiste le romantisme belge, mais personne n'a jamais contesté que je dirige ce mouvement. Donc déjà, ça, le mouvement littéraire que je dirige. Et puis, beaucoup d'autres choses. J'ai très fort senti à quel point j'étais belge en 2008. Vous savez qu'en 2008, notre pays a failli exploser. Et moi, je dois dire que jusqu'alors, le fait d'être belge m'importait peu. C'était une nationalité par défaut. Aucun pays n'avait voulu de moi. C'était le seul qui me revendiquait. Bon, ben, je serai belge à défaut d'autre chose. Il faut bien être quelque chose. Et en 2008, quand j'ai senti combien j'étais blessée et paniquée à l'idée que ce pays disparaisse, je me suis dit, ça doit vouloir dire quelque chose. Ça doit vouloir dire que je suis profondément belge. Alors, je me suis intéressée à cette crise politique. J'ai vu que l'identité belge était décrite comme fragile, inventive, floue. Je me suis dit, mais c'est moi. Je suis vraiment de ce pays, donc je pense que je suis très profondément belge. Merci beaucoup. Mais il y a des questions. Et une question aussi, La France a fait beaucoup. Bien sûr, mais pour autant, je suis belge. Oui, mais je dois beaucoup. Je reconnais ma dette infinie. Je ne parlais pas de dette, mais la France. La France, c'est terrible à dire, mais la France a fait plus pour moi que la Belgique. La France m'a publié, c'est grâce à la France que j'ai du succès, et ça ne change absolument rien au fait que je suis belge. C'est triste, mais c'est quand même. Bonsoir, je suis professeure ici à l'Institut français et nous avons étudié avec quelques-unes de mes étudiantes stupeur et tremblement. Et de leur part, j'ai deux questions. Oui. Première question, pourquoi vous n'avez pas démissionné? Pourquoi le personnage n'a pas démissionné? C'est la vérité, donc vous avez la raison de dire vous, oui. Et deuxième question, est-ce que le personnage est amoureuse de Fubuki? Ouh, quelle question compliquée. Donc, pourquoi la personnage appelée Amélie, qui est bel et bien moi, n'a pas démissionné dans Stupeur et Tremblement? Je rappelle les circonstances. Donc, j'ai très longtemps cru que j'étais japonaise, j'en avais la conviction. Le fait que cette déclaration suscite la perplexité chez autrui renforçait mon désir de le prouver. Donc, à 21 ans, je retourne au Japon. La première année, je réapprends le japonais parce que je ne parlais plus qu'un japonais d'enfant. Et la deuxième année, forte de ma connaissance de la langue japonaise, je décide de travailler comme interprète dans une des plus grandes sociétés japonaises. Je suis engagée dans l'un des 7 groupes monstrueux qui dirigent le Japon. Ce qui me paraissait vraiment Voilà, j'avais atteint mon but. J'allais vraiment pouvoir devenir japonaise. Bon, le désastre a commencé presque aussitôt. Je ne peux pas résumer ce désastre en quelques mots. Ceux qui ont lu Stupeur et Tremblement savent que c'est le récit d'une chute absolument grandiose, dans lequel tout le monde est à la fois coupable et innocent. Le système japonais est très largement coupable, mais aucun japonais de l'entreprise n'est véritablement coupable dans cette histoire. Je suis tout aussi coupable là-dedans parce que j'étais évidemment une espèce de Gaston Lagaffe qui accumulait les erreurs, mais en même temps j'étais innocente puisque je voulais profondément bien faire et que j'ai prouvé à quel point je voulais profondément bien faire. Plus je voulais bien faire, plus je faisais des efforts, plus ma chute s'aggravait et plus j'étais maltraitée. En
effet, dans une boîte occidentale, je serais partie très vite. Je ne suis pas du tout d'un naturel masochiste. Mais mon but était vraiment de prouver que j'étais japonaise. Si j'avais signé un contrat d'1 an, si je ne restais pas l'année entière dans cette entreprise, c'était pour moi un échec identitaire. Je prouvais que je n'étais pas japonaise. En plus, aux yeux d'un japonais, c'était un vrai déshonneur que je démissionne. Leurs critères ne sont pas du tout les mêmes que les nôtres. Pour eux, faire un métier, parce que j'ai terminé au plus bas degré de l'entreprise, puisque les 7 derniers mois de mon contrat, j'ai été dame pipi de l'entreprise. Mais à nos yeux, c'est un déshonneur complet. Mais aux yeux d'un japonais, ce n'est pas du tout un déshonneur. Le déshonneur aux yeux du japonais, c'est de ne pas obéir aux ordres. C'est justement de démissionner, de dire qu'on n'est pas à la hauteur de la mission qu'on a reçue. J'ai voulu prouver que j'étais à la hauteur de la grande mission que j'avais reçue et que je pouvais nettoyer les toilettes pendant 7 mois. Et donc je n'ai pas démissionné pour prouver que j'étais japonaise et je me donne infiniment raison de ne pas avoir démissionné parce qu'il fallait porter cette expérience à son terme. Ça m'a beaucoup plus appris de passer une année entière dans une boîte japonaise que tout ce que j'ai pu faire auparavant. Maintenant, j'exerce un métier certes très agréable, mais dans lequel il y a des moments pénibles. Ce n'est pas toujours aussi agréable que ce soir, mais quand il y a des moments beaucoup plus pénibles que ceux-ci, je me dis, j'ai toujours cet argument dans la tête de penser c'est tellement mieux que de nettoyer des toilettes. Ne serait-ce que pour ça, j'ai eu bien raison de ne pas partir avant la fin. Alors, la deuxième question, ô combien troublante et délicate, est-ce que j'étais amoureuse de ma supérieure Fubuki Mori? Je pense que Fubuki Mori, qui était donc cette femme d'une extrême beauté et qui me martyrisait, c'était certainement le pire de mes bourreaux, et tu sais s'il y en avait dans l'entreprise, je pense que j'avais cristallisé en elle tous les sentiments que j'avais pour le Japon lui-même. Elle était une extraordinaire personnification du Japon. Elle était très belle, très incompréhensible, très raide. Et j'étais subjuguée. Donc je suppose que c'était certainement une forme d'amour. Oui. Merci. Mais alors, est-ce que votre livre, justement, Stupeur et Tremblement, a eu du succès au Japon, parce qu'il a été traduit? Et est-ce que vous avez eu un feedback de l'entreprise dans laquelle vous avez travaillé? Bonne question. Alors, première question. Oui, chose admirable au sujet du Japon, les Japonais s'intéressent réellement à ce qu'on pense d'eux. Par exemple, si j'avais écrit un livre équivalent à Stupeur et Tremblement sur la Chine, jamais la Chine ne l'aurait traduit. Jamais la Chine ne l'aurait lu. Le Japon a traduit Stupeur et Tremblement et ça a été un vrai succès de vente là-bas. Pas forcément un succès critique, il ne faut pas exagérer non plus. Mais ce n'était pas le but non plus. Par ailleurs, il faut voir aussi à qui ce livre a plu. D'une façon générale, c'est un livre qui a déplu aux puissants, aux chefs d'entreprise et qui a énormément plu aux petits employés. Je suis encore retournée récemment au printemps dernier au Japon, c'est-à-dire bien après, plus de 12 ans après la parution de Stupeur et Tremblement au Japon. Et le livre est toujours tout aussi connu là-bas et ça provoque toujours la même dualité de réaction, à savoir les chefs, les cadres disent mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises, mais comment ils peuvent écrire des bêtises pareilles? Et les employés disent mais qu'est-ce que vous racontez, la réalité est bien pire. Donc ça suscite le débat, vous voyez. Alors, pour répondre à la deuxième partie de votre question, je suis une employée japonaise modèle malgré tout. Je n'ai pas cité le véritable nom de l'entreprise qui m'a martyrisée, et j'ai choisi pour désigner cette entreprise un nom qui ressemblait à s'y méprendre au nom de l'entreprise ennemie. Donc, je pense que mon entreprise se dit quand même, finalement, on a bien fait l'engagement. Juste une question. À quoi correspond pour vous le besoin de répondre pendant... Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée tout à l'heure. Pourquoi répondre absolument à toutes les lettres qu'on vous écrit? Bonne question. Bonne question quand on voit à quel point ça m'enchaîne. 5 heures par jour, c'est beaucoup. Hein. La seule réponse que je puisse vous dire, c'est que je ne peux pas faire autrement. Quand ça a commencé, quand j'ai publié mon premier livre, 2 jours après cette première publication, j'ai reçu ma première lettre de lecteur. Elle était magnifique et pleine d'enthousiasme. Je n'ai vraiment pas pu faire autrement que d'y répondre. Et aujourd'hui, c'est toujours la même chose. L'immense majorité des lettres que je reçois sont exceptionnelles, sont pleines d'enthousiasme, sont formidables.
je ne vois pas au nom de quoi je serais assez grossière pour ne pas répondre. Je précise tout de suite que quand je reçois une lettre grossière, stupide, odieuse, je ne réponds pas. Je reste toujours dans ce même élan d'enthousiasme. C'est quand je reçois voilà, quelque chose qui témoigne, qui est un cadeau. Comment on fait pour ne pas dire merci quand on a reçu un cadeau? Je n'ai pas trouvé le moyen. Alors ce sont évidemment des merci qui prennent beaucoup de temps. Mais, et bien sûr, ce ne sont pas que des courriers de remerciements, d'autant plus que la plupart de ces courriers deviennent des correspondances suivies. Et là, il y a des relations tellement exceptionnelles qui ont commencé. Mon premier livre est paru depuis un peu plus de 20 ans. Il y a un peu plus de 20 ans. Et certaines des correspondances durent depuis cette époque. Donc ça veut dire que j'ai des relations d'une profondeur absolument infinie avec certaines personnes, parce que ce qu'on se dit par lettre va tellement plus loin que ce qu'on peut se dire dans un tête-à-tête amical. Donc je suis fascinée, et même si je suis un petit peu noyée dans tout ça, je ne vois pas comment en sortir parce que c'est trop fascinant et c'est trop gratifiant. Voilà. Merci beaucoup, Amélie. La seule chose que je voudrais ajouter, parce que ça devient... Parfois, il y a un phénomène un petit peu agaçant qui se greffe sur celui-là, c'est les gens qui écrivent rien que pour vérifier que je réponds. Ne faites pas ça, s'il vous plaît.